On catégorise ça de projet IA, mais il n'y a rien de IA dans Bit&Sort. Comme si Bit&Sort, en gros, c'était un énorme incubateur qui donnait des petits billets aux projets les plus prometteurs. Bah, si je devais miser sur quelques coins qui seraient là potentiellement dans 3-4 ans, avec un prix potentiellement pas à moins 95%, je pense que Bit&Sort pourrait bien en faire partie. C'est une bonne tokenomics. Enfin, ils ont même pas cherché à réinventer la roue. En fait, c'est surtout que ça. Ils se sont dit, bon, bah, Bitcoin, ça a bien marché comme c'était. On va pas se casser la tête, on va refaire globalement pareil. Bit&Sort, c'est l'un des projets phares de ce cycle et cette semaine j'ai invité Victor Crypto pour en parler. Victor a une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être sur laquelle il a réalisé des vidéos très complètes sur Bit&Sort et j'ai demandé à Victor pourquoi il est bullish sur Bit&Sort et pourquoi parmi les projets qui combinent intelligence artificielle et blockchain, c'est le projet le plus abouti aujourd'hui selon lui. On a aussi discuté du futur de Bit&Sort. Avant que l'épisode ne commence, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail et c'est parti pour ce focus sur Bit&Sort avec Victor Crypto. Bit&Sort, j'ai découvert ça assez tôt. L'actif, c'est bien apprécié, tu vois, il a fait, je sais pas, un x10, x20 depuis ma toute première vidéo. Okay. Et donc forcément, ça crée un peu une part de ta communauté qui vient de là, qui a fait un peu des sous avec toi, du coup qui aime bien le projet. Moi, j'aime vraiment bien le projet, tu vois, dans tous les cas. Enfin, si juste, je sais pas, je fais de l'argent avec une crypto, mais avec le truc, je m'en fous, je vais pas en parler. Ouais. C'est un peu les deux, tu vois, c'est que à la fois, t'as beaucoup d'influx français, en vrai, qui en ont parlé assez tôt. Ouais, bah, Eril, Paul Crypto. Ouais, c'est ça. Des gars comme ça. Et du coup, ça a créé une communauté assez early, qui ont fait du profit, qui ont suivi le projet. Donc, une communauté francophone qui apprécie Bit&Sort. Et parce que souvent, pour faire une vidéo qui marche bien, bah, faut à la fois, tu vois, un sujet qui intéresse les gens, toi qui t'intéresse pour que t'en parles bien. Moi, je m'intéresse beaucoup aux crypto IA. Je regarde un peu tout ce qui se fait. Et je trouve que c'est une initiative... il n'y a pas de Bit&Sort, tu vois. Il y a pas s'il y a des espèces de pâles copies, mais ça marche pas du tout, tu vois. Ouais, alors que ouais, c'est ça. Alors que sur, je sais pas, des projets qui vont se brander un peu Layer 1 pour l'IA, bah tu vois, t'as des NIR, t'en as plusieurs comme ça. Mais c'est plus par opportunité que par vraie conviction, en plus, non? Non, bah j'y viens. C'est un tout en fait. Ouais. C'est vraiment une expérimentation unique Bit&Sort, tu vois, parce que à la base on catégorise ça de projet IA, mais il y a rien de IA dans Bit&Sort. Mais rien. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait se servir de Bit&Sort pour construire des projets DeCi, donc de sciences décentralisées. Même à peu près n'importe quoi, en fait. C'est ce qui est le cas, d'ailleurs. C'est ça. Et après, bon, en vrai, sur les subnets actuels, il y a toujours une partie un peu rattachée à l'IA. Mais ouais, tu pourrais construire n'importe quoi, parce que Bit&Sort, concrètement, en fait, c'est juste une structure d'incentive. Donc, c'est des mécanismes de coordination de ce que tu veux, de machin, qui font en sorte de récompenser, de donner des émissions du réseau aux projets qui sont censés être les meilleurs, aux meilleurs subnets. Ouais. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et globalement, bah, ça a pris, tu vois, parce qu'au début, sur ma première vidéo, il y avait rien, il y avait même pas de subnet. C'est-à-dire que c'est vraiment essayer de... Tu vas partir du postulat, ok, si on arrive à agglomérer tout plein de mineurs qui vont apporter leur puissance de calcul, etc., tu vois, un peu... Ça faisait un peu penser au Dépine, mais le terme Dépine n'existait pas trop à l'époque. Toi, tu essayais de te projeter, de te dire, ok, qu'est-ce que ça pourrait donner? Tu vois, t'avais potentiellement la team qui commençait à créer les premières applications. C'était là où ChatGPT explosait, donc t'étais là, ok, un ChatGPT décentralisé. Tu vois, même si à la base, il y avait rien de plus que ChatGPT. Mais de toute façon, la crypto, c'est beaucoup ça. Hein. C'est un gros bac à sable pour essayer de créer de nouveaux trucs. Et au fur et à mesure, ça s'est développé et t'as eu un vrai engouement. Aujourd'hui... tu vois, je te parlais de NIR, bah c'est une très grosse Layer 1 avec une grosse valorisation et pourtant dessus, t'as pas vraiment de projet construit vraiment sur NIR, projet IA, tu vois, dont on entend parler, qui ont un vrai impact. Alors que Bit&Sort aujourd'hui, t'as vraiment des dizaines de subnets. Je sais pas s'il y en a dizaines qui sont vraiment sympas, mais t'as vraiment une bonne grosse poignée de subnets très sympas, avec des trims très quali, tu vois. On reproche souvent au projet Web3 c'est d'avoir des équipes, surtout en IA, de gens qui connaissent rien en IA, tu vois, des amateurs et tout, et c'est vrai, la plupart c'est ça. Mais sur Bit&Sort, tu commences à voir des mecs du Web 2 arriver, ou tu vois, je pense à même une équipe Nous Research, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, NEUS. C'est ça, ouais. De base, ils ont plus de subnet, mais ils avaient à la base un subnet sur Bit&Sort. Ils l'ont arrêté pour différentes raisons, que ça, à l'époque, c'était très compliqué de maintenir un subnet parce que ça demandait, tu vois, des mecs à plein temps pour, tu vois, gérer tes mécanismes d'incitation, enfin bref, pour gérer la coordination avec les participants au réseau, donc mineurs, validateurs et tout.
Mais eux, c'est vraiment c'est des bons gros cracks qui sont validés par des acteurs Web 2 et tout. Et donc ouais, non, tout ça pour dire que tu commences vraiment à avoir des acteurs crédibles sur Bitensor qui arrivent, et c'est assez rare dans le 3. De mémoire, les acteurs, c'est vrai, enfin les applications Web3 qu'on voit sur NIR, c'est beaucoup des projets d'infra, alors qu'effectivement sur Bitensor, on trouve beaucoup d'applications Web2 qui ont une vraie utilité. Et pour rappel, ce qu'on appelle les subnets, finalement, c'est les applications qui se build sur Bitensor. C'est ça, c'est des sous-réseaux. Moi, dans ma vidéo, je crois que pour essayer de vulgariser, il faut voir ça un peu comme des startups. Comme si Bitensor, en gros, c'était un énorme incubateur qui donnait des grants, donc qui donnait des petits billets aux projets les plus prometteurs. Et tous les subnets, c'est des petites startups qui se disent ok, je vais faire mon trou sur Bitensor, je vais essayer de montrer que j'ai un projet stylé, que je peux apporter de la valeur, et si je montre que j'apporte de la valeur, Bitensor va me récompenser, les gens vont vouloir m'attribuer des récompenses. Et donc c'est plein de petits écosystèmes, et en gros chaque subnet est affilié à un projet globalement. Et alors c'est marrant, moi j'ai interviewé un subnet, donc c'est Score. Eux c'est marrant, ils font de la prédiction. En fait ils analysent grâce aux vidéos de matchs de foot, ils arrivent à scorer les joueurs. Ça c'est un premier use case, et après ils ont plein d'autres use cases en tête, mais ça marche vraiment pas mal, et c'est un use case hyper intéressant pour le coup, parce qu'ils travaillent avec des clubs de foot, des top clubs de foot, des top 5 clubs européens, et même avec un hedge fund spécialisé dans les paris sportifs. Et au niveau de ces subnets, toi c'est quoi par exemple si tu devais donner 3 subnets pour illustrer un peu 3 subnets un peu coup de cœur que tu as sur Bitensor? Alors, coup de cœur, il y en a plein, mais comme tu parlais de subnet avec des applications concrètes, peut-être pour les gens, ça peut plus leur parler. En vrai, Score Predict, c'est un très bon exemple. T'en as d'autres, t'as Sport Tensor aussi, et Bet Tensor, qui sont un peu pareils, des subnets qui vont faire de la prédiction de résultats sportifs. Donc, c'est très concret, tu vois. Et par exemple, Score Predict, ils ont sorti un agent IA qui, lui, en gros, va un peu automatiser, tu vois, le fait de faire des paris. T'as Sport Tensor, pareil, ils ont un agent IA qui s'appelle Billy Bets, où tu regardes sur Twitter, il va apprendre des paris, enfin, en gros, il va les afficher sur Twitter, mais lui, de manière autonome, il va prendre des paris, et ça marche plutôt bien, tu vois. En vrai, c'est une application d'agent IA plutôt intéressante. Après, en application concrète, tu vas avoir, je pense à 404 Gen. En gros, c'est du texte to 3D modèle. C'est pas du texte to image, c'est du texte to 3D modèle. Et donc en gros, vraiment, tu arrives sur l'application, tu tapes, je sais pas, un kangourou jaune, et en 1 minute, il va te générer un modèle 3D de kangourou jaune. Et la team est plutôt sympa, et puis tu vois, c'est vraiment très concret, tu vois, tu sais pas ce que c'est Bitensor, t'arrives, je peux t'envoyer l'application, et tu tapes, et tu l'as, tu vois. Je donne cet exemple parce que évidemment que t'as aussi des ChatGPT-like, des Midjourney-like, la génération, tu vois, des inférences et tout classique. Mais t'as aussi ça. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? T'as des subnets comme Protein Folding, je pense c'est un subnet de Macrocosmos. En gros, c'est parce qu'il y a des équipes qui build sur Bitensor qui ont plusieurs subnets, donc tu peux être une seule entité et développer plusieurs subnets. Et comme Macrocosmos, parce que je crois qu'ils en ont 5. Ils en ont 5, ouais. Ils en ont 5, et eux, c'est un de leurs subnets. Et en gros, le Protein Folding, c'est du repliement de protéines, et c'est de dire qu'on va faire du machine learning, utiliser l'IA là-dedans pour essayer de créer plein de protéines différentes, parce que potentiellement, en créant une certaine protéine, t'arriverais, je sais pas, à guérir une maladie, guérir le cancer peut-être, tu vois, ce genre de truc. C'est assez concret. Puis après, en gros, t'as un peu tout ce qui se fait dans le Web3 au niveau de l'IA, tu vas un peu le retrouver sur Bitensor, tu vas avoir un peu du cloud computing, tu vois, comme du Akash, du Yo, donc des subnets où tu vas pouvoir arriver, faire tourner ton modèle d'IA grâce à la puissance de calcul du subnet. Tu vas avoir des trucs dans la donnée, t'as vraiment tout dans les agents IA, dans l'entraînement de modèles, tout ça. T'as vraiment toute la pipeline pour faire de l'IA. Tu vas un peu retrouver différents projets qui s'attaquent à ça sur Bitensor, quoi. Yes. Alors, hyper intéressant, tu vois, c'est quoi la différence finalement entre passer par Bitensor pour ces applications-là, VS passer par un LLM? Moi, j'ai l'impression que passer par Bitensor, l'intérêt, c'est que finalement, tu arrives à confronter plusieurs modèles pour prendre le meilleur modèle. Dans l'idée, c'est ça, c'est que le pari de Bitensor, par exemple un subnet qui fait de l'inférence, c'est de dire que tu vas avoir des mineurs qui vont être en compétition, et du coup créer cette compétition, ça va pousser les gens à faire les meilleurs modèles possibles, à optimiser le mieux possible, etc. Et du coup à potentiellement avoir des coûts inférieurs à ce que tu vas trouver dans le Web 2, potentiellement tu vas plus rapide. Et puis si tu es sensible à tout ce qui est décentralisation, résistance à la censure et tout, dans l'idée, tu pourrais retrouver un peu de ça sur Bitensor. Et même plus efficient parce que tu arrives à confronter plusieurs modèles pour prendre le meilleur. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui,
Je vais pas te dire que BitTensor est meilleur que ChatGPT ou quoi, mais c'est même pas forcément le but en fait, c'est vraiment d'avoir une alternative. Genre pour tous ceux qui veulent pas dépendre de, je sais pas, de Sam Altman, de se dire potentiellement on a cette alternative qu'on peut utiliser, potentiellement à moindre coût, qui va pas récupérer nos données ou je ne sais quoi, tu vois. C'est vraiment d'enlever cet énorme point de centralisation potentiel. Ok. Et aujourd'hui, quand on pense à blockchain plus AI, je pense que BitTensor c'est le projet le plus pertinent ou t'en vois d'autres comme je t'ai dit, en fait, c'est même pas vraiment une blockchain pour l'IA, mais dans l'idée, oui, moi, c'est mon projet d'infra pour l'IA préféré, très clairement. Tu vois, au final, en fait, dans les projets IA aujourd'hui qui ont un token, t'as beaucoup dans le cloud computing, donc dans le dépine de GPU globalement. Comme Render. Donc Render, Akash, IO, tout ça, Flux. Et au final, ouais, t'as pas tant de... Ou en tout cas, les Layer 1 qui se bornent un peu Layer 1 pour l'IA, comme dire encore une fois. Tu vois, il n'y a pas grand-chose qui se construit dessus parce que, encore une fois, quel est l'intérêt pour un projet IA un peu sérieux d'aller forcément sur une blockchain, tu vois, ça fait pas forcément sens, tu vois, pour tout. Et c'est là où BitTensor, ils se positionnent plus comme un incubateur où tu vas sur BitTensor, pas parce que tu vas être sur une blockchain ou quoi. Justement, d'ailleurs, tout ce qui se passe sur les subnets, la plupart, c'est off-chain, en fait. Ouais. C'est vraiment juste la partie... dispersion des émissions du réseau pour récompenser tous les subnets, donc tous les startups sur BitTensor, qui ça va être inscrit dans la blockchain. Mais du coup, les projets ils vont sur BitTensor pour concourir sur essayer de gratter le plus d'émissions. Et c'est ça qui intéresse les projets. Les projets vont sur BitTensor pour récupérer des émissions. Et c'est cool parce qu'en vrai, l'intérêt de ça, c'est que tu n'utilises pas la blockchain pour utiliser la blockchain, c'est qu'il y a un vrai intérêt et que finalement faire le computing on-chain, ça coûterait trop cher, ce serait pas efficient. Ah oui, ça c'est impossible. Faire tourner un modèle... Peut-être qu'avec un méga ETH qui fait 4 milliards de transactions par seconde, on verra, tu vois. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et vraiment, la BitTensor, c'est vraiment utilisé pour coordonner tout simplement des acteurs de marché. C'est ça, dans un but efficient. Je prends quelques secondes pour remercier la Blockchain Business School de soutenir cet épisode. La BBS est la solution pour vous former à la blockchain avec les meilleurs intervenants. La Blockchain Business School a été créée par Pirates Labs, l'un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe, et elle propose des formations avec un suivi individuel par des mentors. Les formations sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. Ces formations durent 3 mois, peuvent être suivies en parallèle de votre activité professionnelle et sont en full remote. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% avec le code CryptoCoolies10. Je vous mets toutes les informations en description et c'est reparti pour l'épisode. Et toi, c'est marrant parce que d'un cycle à un autre, il y a quand même un gros turnover, tu vois, des coins qui connaissent une hype. Et tu penses que BitTensor... après, est-ce qu'on peut encore parler de cycle? Je pense de moins en moins. C'est un vaste débat dans lequel on va pas rentrer, mais en gros, ouais, toi, tu penses que c'est un... Qui peut exister pendant plusieurs années, quoi. Ouais, voilà, qui peut s'inscrire sur la durée. Je pense, ouais, clairement. Si je devais miser sur quelques coins qui seraient là potentiellement dans 3-4 ans, avec un prix potentiellement pas à moins 95%, voilà. Je pense que BitTensor pourrait bien en faire partie. Enfin, s'ils arrivent à garder ce momentum, là, de toute façon, on va le voir dans les prochains mois, ils vont être décisifs parce que, tu vois, ils viennent de sortir une mise à jour majeure où, en gros, pour faire court, avant... On parlait de disperser des émissions, que les gens ils viennent sur BitTensor pour essayer de gratter des émissions. En gros, avant, c'était 64 validateurs de BitTensor qui, eux, à 64, mettaient d'accord sur qui va avoir des récompenses. Ouais. Donc, il y avait pas mal de critiques comme quoi c'était très centralisé, ce qui est pas faux, tu vois. Ouais. Et après, tu avais des conflits d'intérêts parce que du coup, tu avais des validateurs qui commençaient à créer eux-mêmes des subnets, du coup, à s'auto-récompenser. Ouais, il y a un peu logique de cartel, parce qu'après, voilà, tu as d'alliances. C'est ça. Et du coup, la mise à jour qui vient de sortir, qui s'appelle Dynamic TAO, l'idée, c'est de dire ça va plus être ces 64 validateurs qui décident où allouer les émissions, mais ça va être le marché. Donc, n'importe quel holder de TAO va pouvoir lui-même stacker ses TAO dans, on va dire, dans le subnet, sur le token du subnet. Parce qu'en gros, maintenant, tous les subnets ont un token. Ouais. Et du coup, alors, je précise d'ailleurs par rapport à ce token, on peut pas l'acheter. En fait, c'est juste tu stakes du TAO et après, en contrepartie, tu as ce token. C'est ça, ouais. Dans l'idée, c'est ça. Après, les interfaces sont un peu trompeuses parce que tu vois, sur l'interface, tu as buy, sell. Mais en soi, c'est pas tu buy, c'est tu stake. C'est pas tu sell, c'est tu unstake. Mais dans l'idée, en vrai, je pense que c'est pas mal parce que sinon, les gens, ils seraient un peu perdus. Mais dans l'idée, ouais, parce que le token du subnet, tu vas pas le trouver sur Binance ou quoi. C'est que sur l'AMM, que dans la pool du subnet en question que tu vas pouvoir le récupérer. Et bref, du coup, c'est les subnets où il y a le plus de gens qui ont staké leur TAO. Donc, qui ont comme acheté leur token, qui vont recevoir le plus d'émissions parce que ce seront les subnets qui ont le prix de leur token qui sera le plus haut, qui vont, tu vois, c'est simple au final. Donc
tokens des subnets avec le prix le plus élevé qui vont recevoir le plus d'émissions du réseau. Et du coup, l'idée, c'était pour décentraliser tout ça et laisser le marché faire. Et donc, il y a des limites à ça, comme dans tout, tu vois, dans tout système, il y a des limites. Et donc là, c'est prendre le pari que ce système sera plus efficient pour détecter les meilleurs projets et pour éradiquer les subnets juste profiteurs ou quoi. Ouais. Parce que pour d'ailleurs rappeler un peu la limite peut-être aujourd'hui de BitTensor, c'est qu'il y a de plus en plus de subnets et c'est compliqué en fait de demander aux gens de connaître tous les subnets. Donc au bout d'un moment, d'ailleurs c'est un peu le cas, tu vois, il y a aussi des validateurs qui peuvent entre guillemets copier le choix d'autres validateurs, ce qui pouvait... Exactement, ce qui se faisait avant. Donc une des autres limites qu'on n'a pas mentionné, c'est quoi? Du coup, tu avais des validateurs, ils savaient pas quoi faire avec le 64 subnets, du coup ils faisaient ce qu'on appelle du white copying et ils attribuaient les mêmes poids à chaque subnet. En gros, ils copiaient les grilles de score des autres validateurs pour dire ok, tel subnet il mérite tant, et ils se copiaient. Enfin, il y en a pas mal qui copiaient les autres. Donc c'était encore une autre limite. Mais du coup, le fait de laisser le marché décider, c'est que déjà les gens font peu leurs recherches. Je pense qu'ils en feront pas beaucoup plus. Mais tu vois, t'en as qui font la comparaison avec sur le marché des actions sur la bourse de Wall Street, par exemple. T'as, je sais pas, plus de 2500 actions. Et c'est pas pour autant que les entreprises n'arrivent pas à être valorisées. Ouais. Je suis d'accord avec ça. La seule différence, c'est que toutes les entreprises de Wall Street sont pas forcément reliées par un même système d'émissions et de dispersion de récompenses avec un seul token au-dessus de toutes ces entreprises. Mais c'est pour ça que je te dis que les prochains mois vont être décisifs. C'est vraiment voir comment ça va se comporter. Si vraiment... parce que là, en plus, je crois que le fondateur de BitTensor a dit qu'on allait avoir au minimum, je crois, 2 subnets par semaine qui allaient sortir là jusqu'à la fin de l'année. Okay. Donc là, on est à 75 depuis quelques jours. Fin de l'année, on sera peut-être déjà à 200, j'en sais rien, un truc comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, préciser d'ailleurs qu'il y a une pression vendeuse sur les tokens émis pour chaque projet. Ouais. Et donc là, on va pas rentrer dans les détails sur le fonctionnement. D'ailleurs, tu as fait une super vidéo, je mettrai le lien en description, qui explique vraiment en détail comment ça fonctionne. Mais effectivement, la question, c'est tu as un risque de t'exposer au token Tao et parce que tu veux du rendement, de t'exposer du coup à un subnet, au token du subnet, et donc finalement de perdre parce que le token en question perd la valeur versus Tao. C'est ça, ouais. En gros, le risque, c'est pour ça que faut pas sauter dans en gros, chaque token de subnet a à peu près les mêmes tokenomics de BitTensor. Donc 21 millions de max supply, et c'est en gros des fair notch, donc ils sortent vraiment avec aucun token en circulation, ce qui fait qu'il y a un écart entre market cap et FDV qui est monumental. Ouais. Tu vas avoir des tokens qui sortent à 5000 de market cap avec 50 millions de FDV. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et du coup, ça fait que il y a beaucoup de pression vendeuse, il y a beaucoup de tokens qui sont émis au début. Ce qui fait que, tu vois, tu peux avoir littéralement, là, il y a quelques jours, j'avais regardé un token à un même prix qui avait tel FDV. 3 jours après, il avait le même prix et sa FDV sa market cap avait doublé ou triplé, quoi. Juste parce que tu as eu tellement d'émissions. Et du coup, faut faire très, très attention. Tu peux pas investir comme ça. Tu as énormément de pression vendeuse sur chaque token de subnet. Donc, au fur et à mesure, ça va tendre à diminuer. Plus les mois passent, moins il y aura cette pression, mais surtout au début, au lancement des tokens de subnet, c'est vraiment le cas. Et du coup, il faut faire très attention à ça, quoi. Il faut vraiment être sûr qu'il va y avoir une très grosse demande pour compenser cette pression vendeuse si on s'y est exposé. Et de manière générale, si vous avez des TAO et que vous voulez avoir un rendement, vous n'êtes pas obligé d'aller essayer de chercher ce rendement sur les tokens de subnet, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est un peu comme de l'investissement low cap, mid cap, ça reste très risqué, tu vois, quand même, d'investir sur des tokens de subnet, très risqué. Mais du coup, il y a une option qui est de pas staker ces tokens dans les subnets, mais de rester sur le root network, le subnet 0. Et en gros, le subnet 0, tu prends pas de risque. Alors c'est un peu un subnet, pas qui sert à rien, mais tu vois, il y a pas de mineur, il y a pas de production de valeur, d'intelligence que tu veux. C'est juste, un subnet qui va servir aux validateurs d'aller dessus et toi de récupérer un rendement, en gros, sécurisé. Dans le sens où tu peux pas perdre de TAO. En stakant tes TAO sur le subnet 0, tu ne vas pas perdre de TAO. Tu vas percevoir un rendement, mais ce rendement, qui est aujourd'hui assez intéressant, va tendre à diminuer parce qu'au fur et à mesure, pour faire simple, en vrai c'est très compliqué, mais on peut expliquer ça. On va dire qu'au fur et à mesure des mois qui passent, plus il y aura de tokens alpha qui seront émis dans les subnets. Donc les tokens liés au subnet en fait. En gros, parce que du coup, comme je disais, BitTensor, c'est un réseau qui émet des récompenses. Aux différents subnets et tout. Et plus le temps passe, plus il y aura une part importante des récompenses
des tokens Tao qui vont être émis, qui vont aller aux différents subnets par rapport au subnet 0. Au tout début, vu qu'il n'y avait aucun token de subnet en circulation, bah, toutes les émissions allaient au staker du subnet 0. Ouais. Mais plus il y a de tokens alpha qui sont émis, le token alpha c'est le nom des tokens de subnet, plus bah, cette part de tokens qui sont alloués au subnet 0 va diminuer et plus la part au token de subnet va augmenter. Ouais, pour résumer, in fine, les subnets et leurs tokens vont prendre de plus en plus d'ampleur, alors que le token Tao il va y avoir de moins en moins d'émissions. En fait, il va se faire plus rare en termes d'émissions. Sur le subnet 0, ouais. Tu auras toujours les mêmes émissions. Après, il y aura les halving. Oui, je veux dire en termes de rendement. Mais plus le rendement va diminuer. Après, le rendement, il va pas s'écrouler à 0,2% en 2 mois. Hein. Ça sera toujours un rendement intéressant. Et ça sera toujours une option. Je pense que je conseillerais, à part à ceux vraiment très aguerris ou qui passent du temps dans l'écosystème BitTensor, je conseillerais jamais à quelqu'un d'avoir plus de, 30-50%, je dis n'importe quoi. En tout cas, aujourd'hui, dans l'état actuel du marché, du stade de maturité des subnets, c'est trop risqué. Parce que de toute façon, si tu mets tous tes TAO dans des subnets, bah voilà, comme j'ai dit, le subnet, il peut perdre en valeur. Il peut faire des moins 80% en 2 jours. Et potentiellement, si tu mets ton Tao, disons que t'as dans tout ton wallet, t'as 5 Tao, tu mettais 4 Tao dans un subnet qui fait moins 80%, bah t'as perdu ces Tao en fait. Si tu essayes de les unstacker, de les récupérer, c'est pas juste un rendement qui amoindrit, c'est t'as perdu du Tao. Exactement, ouais, c'est vraiment finalement du trading d'une certaine manière, quoi. C'est ça, ouais. C'est vraiment, c'est pas, je conseille vraiment pas ça aux débutants d'aller s'aventurer là-dedans. Et alors, c'est pas un conseil d'investissement, mais et d'ailleurs je précise que l'épisode n'est pas du tout sponsorisé, mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines j'avais interviewé un projet français qui s'appelle MentaMinds, et eux ils permettent justement de faciliter le stacking de DAO. En gros, il y a plusieurs options, soit tu stacks juste sur le subnet 0 dont tu parlais, soit tu peux partager entre subnet 0 et des subnets de BitTensor, ou carrément que sur les subnets. Et toi, tu penses que c'est intéressant de passer par ce type de stratégie? Bah, j'en parle dans ma vidéo sur des Tao justement. Et clairement pour moi, pour un débutant ou même un intermédiaire, ou même pour moi c'est juste que j'avais déjà mes Tao stakés et que je fais joujou avec parce que je fais des vidéos dessus et que je dois bidouiller sur TaoStat et tout, donc je dois m'en servir. Mais en soi, en gros, ce qu'ils proposent, c'est que au lieu que ça soit toi qui dois aller sur une solution construite par-dessus BitTensor, qui dois choisir toi-même sur quel subnet allouer tes tokens, ou même toi-même aller choisir le validateur, parce que même quand tu veux stacker sur subnet 0, tu dois choisir le validateur avec lequel tu veux stacker. Et potentiellement, tu vas pas prendre le bon validateur. Potentiellement, le validateur, dans 6 mois, il n'existe plus, tu sais pas. Et en gros, MentaMind, la solution dont tu viens de parler, eux, c'est vraiment une espèce d'intermédiaire où ils vont proposer différentes stratégies, où tu vas arriver sur la plateforme, tu auras par exemple une stratégie où tu vas juste leur déléguer tes tokens et c'est eux à ta place qui vont choisir sur le subnet 0 à quel validateur déléguer. Et un truc que tu peux pas faire ou qui prendrait trop de temps à faire, c'est qu'ils vont même optimiser ce rendement, parce que sur cette stratégie, ils vont dire ok, on va mettre un PS validateur, un PS validateur, un PS validateur. Ils vont arranger cette allocation au fil du temps pour avoir le meilleur rendement possible, un truc que toi en vrai tu peux pas faire tout seul. Donc même si tu veux staker sur subnet 0, potentiellement leur solution est plus intéressante parce qu'ils vont optimiser ton rendement. Et ils prendront pas plus de fees parce que la commission que normalement prendrait le validateur, vu que tu passes par eux, c'est eux qui la prennent, mais c'est pas le validateur. Du coup, t'as pas plus de frais dans l'idée. Après, pareil, ils ont une autre stratégie où c'est un peu pareil. Tu vas staker sur subnet 0, donc t'as pas de risque de perdre tes TAO. Par contre, le rendement que tu génères, donc les TAO que tu génères via le rendement, ces TAO issus du rendement, ils vont les réinvestir sur des tokens de subnet. Donc potentiellement, ça fait un peu un mix entre stratégie sécurisée où tu vas pas perdre de tokens, mais où tu t'exposes aux tokens de subnet sans perdre de TAO, et potentiellement tu vas sous-performer la première stratégie parce que les tokens, tous les tokens de subnet s'écroulent, mais potentiellement tu vas aussi la surperformer parce que les tokens s'apprécient, etc. Et après, aujourd'hui, tu as une troisième stratégie où c'est purement sur des tokens. Mais je sais même pas s'ils l'ont encore lancé parce que justement, eux, ils sont aussi dans le truc il y a tellement d'émissions aujourd'hui. C'est pas assez mature. On sait pas si on veut s'aventurer là-dedans. Mais voilà, je pense que c'est une bonne solution. Et pour moi, je crois qu'ils ont un concurrent, mais il va y avoir de plus en plus de solutions comme ça parce que ça va devenir un enfer. Et pour 95% des gens, c'est impossible de suivre tous les subnets. C'est impossible. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que sur ce marché-là, c'est un peu winner takes all, tu vois. C'est sur le liquid restaking sur Ethereum, liquid staking, pardon. Lido, ils ont peut-être, alors je sais plus exactement maintenant, mais à un moment donné, ils avaient 80% des parts de marché, quoi. Et donc, en gros, c'est l'acteur qui va réussir à s'imposer va vraiment
devenir, je pense, l'acteur de référence sur BitTensor. Alors, qui ce sera, on verra. Peut-être, ouais. Peut-être. Peut-être que ça se passera comme ça. Faut voir. Après, faut voir. Mais en tout cas, ils sont bien placés. Ils sont bien placés pour être cette solution. Et puis, je sais qu'ils parlent avec d'autres équipes. Enfin, ils sont bien implantés dans l'écosystème. C'est pas... Ouais, il y a peut-être toujours des risques que j'ai pas fait d'audit de leur solution, mais ça m'a l'air solide. Yes. Donc non, ouais, carrément, c'est très utile ce genre de solution parce que même moi, même pour moi, là, je veux faire une vidéo sur des subnets. Ça me prend une blinde de temps de dig chaque subnet et tout, et c'est impossible pour ceux qui n'ont pas un taf là-dedans. C'est ça, parce qu'il y a de plus en plus de subnets, ils évoluent, enfin il y a trop de trucs à suivre, vraiment que tu travailles avec une AI qui fait le taf à ta place. Ouais, je pense que ce qui se créera, ça sera des sortes de dashboards qui arriveront à regrouper les données de subnet, donc tu auras, je sais pas, les revenus générés, tu vois, plein de métriques, plein de KPI sur les différents subnets, comme ça, dans un coup d'œil, tu pourras voir un peu, mais bon, ça restera toujours incomplet. Ouais. Parce que tu vois, c'est aussi ça qui est compliqué, c'est sur quelle métrique tu vas analyser qu'un subnet est meilleur qu'un autre. Ouais. La question est là, tu vois, parce que le truc c'est que si tu dis ok c'est les revenus générés, c'est une bonne métrique. Sauf qu'en fait t'as des subnets pour lesquels ça va être beaucoup plus facile de générer du revenu. Par exemple si c'est des solutions type, tu vois des clouds décentralisés, eux parce que assez vite ils peuvent créer une solution, mettre tu vois un forfait, tu payes et puis tu loues des GPU et puis tu fais des trucs et eux génèrent du revenu. Mais tu as plein de subnets, comme par exemple Macrocosmos, dont on parlait tout à l'heure. Eux, c'est vraiment des subnets orientés recherche. Ouais. Du coup, des trucs de recherche, potentiellement, il n'y aura aucun revenu généré avant plusieurs années. Ouais. Parce que voilà, c'est une proposition de valeur différente. Mais potentiellement, ça aura un impact bien plus important si dans 2 ans, un de leurs subnets, tu vois, Protein Folding, comme on parlait tout à l'heure encore une fois, je sais pas, ils découvrent une super protéine qui guérit je sais pas quelle maladie, ça serait un truc de fou, tu vois. Ouais. Mais là, c'est un bon point, c'est-à-dire que quand tu as le token d'un subnet, tu es incentivé sur les performances futures économiques du subnet ou sur juste le subnet, il te rémunère au fur et à mesure et tu gagnes de l'argent comme ça. C'est-à-dire en gros, finalement... Qu'est-ce qui te pousse à investir sur un token de subnet ? Ouais, exactement. Finalement, c'est en quoi un token va prendre de la valeur ? En soi, c'est la spéculation. Hein. Globalement, c'est le token prend de la valeur parce qu'il y a plus de gens qui stake leur TAO dans le subnet en question. Donc, en gros, qui achètent ce token de subnet avec leur TAO. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça ? Voilà. En vrai, c'est comme un peu tous les projets. Je pense que tu auras beaucoup en vrai, c'est beaucoup de marketing, de narrative, de comment un projet arrive à se positionner dans la tête des gens comme un bon projet. Mais je trouve ce qui est intéressant avec BitTensor, c'est justement ce côté un peu, on essaye d'avoir la plus grosse part des émissions et tout. On essaye d'avoir de tendre à, parce que c'est pas, tu vois, contrairement à beaucoup de projets qui ont un token, eux c'est pas vraiment eux qui choisissent, enfin c'est pas eux qui choisissent les émissions, c'est pas eux qui choisissent leur tokenomics. Donc ça les pousse vraiment à essayer d'avoir de générer des revenus, tu vois, ce qui est pas vraiment une problématique auquel s'attaquent beaucoup de projets Web3 au final, tu vois, ils essayent de lever un maximum de fonds, de machin, de lever à une valo toujours supérieure à la précédente et tout, alors que les projets sur BitTensor, ils vont beaucoup plus se poser la question de comment on peut générer du revenu, potentiellement comment on peut buy back nos propres tokens avec le revenu qu'on génère. Et donc c'est un truc, c'est même un argument marketing que les projets ont compris qui intéressait les gens et donc ils commencent à le mettre ça en avant sur Twitter. Okay. Mais globalement, aujourd'hui, ce qui drive la spéculation, ça va. Enfin, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de gens qui investissent, enfin, ceux qui investissent dans les tokens de subnet, ça reste beaucoup des OG de BitTensor parce que vu l'état du marché actuel, tu as peu de nouvelles liquidités, tu as peu de nouveaux entrants. Donc, c'est assez sensé, tu vois. Enfin, je suis pas forcément étonné des premiers subnets qui sont en tête de liste avec qui reçoivent le plus d'émissions. Ça me choque pas, tu vois. Ça fait assez sens. Mais dans le futur, ça sera quel subnet fait le plus de revenus, le meilleur marketing, qui a potentiellement le plus gros marché adressable, qui a une solution qui peut apporter le plus de valeur, plus de gens. Soit c'est comment t'évalues une entreprise, quoi. Ouais. C'est sous plein d'aspects différents mais voilà, on est dans le Web3, donc c'est la bataille d'attention et il va falloir, si t'es pas bon sur Twitter, globalement t'es dans la merde. Yes. Et une dernière question sur BitTensor, c'est quoi ton avis sur la tokenomics ? Alors pour rappel, il y aura 21 millions de tokens quand ils auront tous été mintés. En gros, ça reprend un peu le même modèle d'émission de Bitcoin, mais à une différence près. Toi, t'en penses quoi ? Alors, sachant qu'il n'y a pas eu de VC qui sont rentrés dans l'achat du token, il a été directement... Pas eu de pré-mining
la team a pas miné du token puis lancé le token. Ils ont vraiment lancé le token et après ils ont commencé à miner un peu comme Bitcoin. Sauf que voilà, forcément eux peut-être qu'ils ont un peu plus miné. Quoique en vrai je crois que j'avais regardé, ils ont très très peu. Au final ils ont très très peu et il me semble que c'est même pas c'est un des founders dans des subnets, je crois du subnet Targon il a un plus gros bag de Tao que les mecs de la team quoi, parce qu'il était là au tout début, il a beaucoup miné et tout. Donc ouais, dans la team a un très faible pourcentage par rapport à 99,9% des projets Web3, ils ont un pourcentage ridicule de la supply. Donc non, je trouve que c'est une bonne tokenomics. Enfin, ils ont même pas cherché à réinventer la roue. En fait, c'est surtout que ça. Ils se sont dit bon, bah Bitcoin, ça a bien marché comme c'était. On va pas se casser la tête. On va refaire globalement pareil. Faire launch, pas de préminage, pas de VC qui dump machin, avec un halving. C'est un peu différent. Globalement, c'est tous les 4-5 ans. Mais c'est un peu technique, mais en gros, quand tu vas, en gros, pour enregistrer un subnet, donc tu dois payer, et en vrai, c'est un certain coût, tu vois. C'est minimum 50, 100K équivalent dollars. Et ces tokens, en gros, ils vont être brûlés et réinjectés dans la supply. Donc, en gros, plus t'as de subnets qui vont s'enregistrer, plus le halving va être repoussé. Mais globalement, ça fait comme Bitcoin. Un détail près, c'est à peu près pareil. Voilà, 21 millions de max supply, des halvings et tout. Ok. Très clair. On a pas mal parlé de BitTensor. Je te propose maintenant de parler d'agent AI sans transition.